Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille à 27e. Salut tout le monde, avec ce matin, dans le studio, à la régie, Jean-Christophe, dit J'en sais rien. Bonjour tout le monde. Jean, salut, dit Raymond La Science aussi. Et notre invité, Amaya. À ma droite, bonjour, qui est peintre et qui va nous causer dans le poste pendant 1h30 sans interruption. On supprime toutes les pauses musicales. Jean nous zappe ses commentaires et ses histoires et tout sur Amaya. C'est une bavarde. Bien, alors Jean, tu nous causes dans le poste. Non, on passe tout de suite à Amaya, on lui demande un petit peu qu'elle se présente. Oui, parce que la minute de militance de Raymond La Science, ça recommencera la semaine prochaine. Bon. Je descends juste de la montagne. Là, Voilà, Raymond La Science n'a pas encore repris ses jambes. J'ai un peu zappé tout ce qui était actualité. Bon, Amaya, politique. est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Où habites-tu? Que chantes-tu? Bon, Amaya, donc je suis peintre. J'habite Paris depuis 16 ans déjà. Je suis née en Espagne et voilà. Donc j'essaye de me battre avec ma peinture, avec moi-même. Qu'est-ce que je peux raconter sur moi? Je sais pas. Je suis née à Madrid, d'une mère française, d'un père espagnol, basque. Donc j'ai deux pays dans mon cœur et en même temps je suis de nulle part, voilà. Et ça me donne en même temps beaucoup de liberté. Et j'adore vivre à Paris, où il y a un mélange culturel inouï par rapport à Madrid. Je crois que je pourrais plus retourner là-bas, même si c'est une ville que j'aime beaucoup. Et voilà les rencontres parisiennes qui nourrissent beaucoup, qui enrichissent beaucoup ma peinture, mon travail, ma vie. Bien, merci Amaya. Donc comme tu le sais, ce matin on va essayer de te demander pas de prendre position, mais de nous parler un petit peu de ta vie donc à Paris, ce que tu ressens au contact des événements, des informations que tu reçois sur ce qui se passe dans ce pays, sur la condition des artistes, s'ils sont s'ils sont bien dans leur peau, s'il y a du boulot, s'il n'y en a pas, s'ils sont dans la précarité ou s'ils sont dans la réussite. Te positionner aussi, mais c'est pas une obligation par rapport aux conditions faites donc à l'artiste par les institutions, si c'est bien, si c'est mal. Si aussi tu as des infos sur ce qui se passe dans ton pays natal, ça nous intéresse. Voilà. Aussi parler évidemment de l'histoire de l'art, de l'avenir et de l'actualité. C'est à peu près tout ce dont on parlera ce matin, ce qui est déjà pas mal. En même temps, on salue toutes les copines et tous les copains qui sont déjà passés dans l'émission, au hasard des noms. Jean. Non, Jean se souvient plus du tout. Ah si, tu veux un défilé, Hélène, Pat, Nathalie. Bon, arrête. Je sens que tu vas en oublier. Surtout des filles, quoi. Surtout des filles. Oui, parce qu'on privilégie surtout les filles ici, les garçons, on n'a pas grand-chose à battre. Quoique. Vous invitez que des filles? La majorité. Non, pas à plus de 95%. Non, on a reçu aussi des garçons. Marc, un comédien. Frédéric, un éditeur. J'ai oublié son prénom, un graffeur, ouais. Loïc, c'est ça, Loïc, Max, Osé Gonzo, des graphistes et producteurs de son. Maxime, un musicien, oui, avec sa compagne qui était peintre. Ouais, bon voilà. Yamina. Oh, mais les gens s'en rappellent de son prénom. Non, mais ça reviendrait comme ça. Mais bon, là, j'ai pas de notes devant moi. Et Jean-Christophe, toi, t'as tes notes, non? Non, moi je dénote. C'est pas le même genre de... Ah oui, puis on a eu quand même une annonce à faire. C'est pas une annonce de décès, mais quasiment.
que notre camarade Igor n'apparaîtra plus, enfin en tout cas ne parlera plus dans le poste. Il a quitté l'émission. On est bien triste, mais bon, c'est la vie. On vient, on va, et il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça se passe d'une manière différente. Bien. Maintenant, on va passer la parole à Jean pour une de ses histoires, de ses citations, et ce matin, ce sera sur Van Gogh. Eh oui, Van Gogh, le suicidé de la société, par Antonin Artaud. Antonin Artaud, c'est 1896-1948. Alors, dans ce texte qui a été publié fin 1947, quelques mois seulement avant la mort d'Antonin Artaud, celui-ci règle ses comptes, et de quelle manière, avec la société en général, la psychiatrie en particulier, celle en tout cas à laquelle il a été confronté par le biais de séances répétées d'électrochocs. À l'hôpital de Rodez, si mes souvenirs sont bons, 52 séances d'électrochoc, dont il considérait lui-même qu'elles furent sa vraie mort. Il y rend le docteur Gachet responsable du suicide de Van Gogh. Bon, nous, on ne rentrera pas dans cette polémique qui dure depuis cette époque, mais l'on sait qu'Artaud a passé pas moins de 9 années en asile d'aliénés. Pour lui, la peinture de Vincent était foudroiement de la pensée, perforation du regard, déchirement sonore. Antonin Artaud ne se prend pas ici pour Van Gogh. Il est Van Gogh, le forcené, celui que la société a préféré regarder comme un aliéné. La meilleure preuve de la bonne santé mentale de Van Gogh n'était-elle pas qu'il ne s'était, en tout et pour tout avant ton suicide, fait cuire qu'une seule main et tranché que l'oreille gauche. Cardé par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on sait quelle force étrange est, d'autre part, en train de métamorphoser. Il y a, parmi ces toiles, assez de défilés giratoires constellés de touffes, de plantes de carmin, de chemins creux surmontés d'un if, de soleils violacés tournant sur des meules de blé d'or pur, de pères tranquilles et de portraits de Van Gogh par Van Gogh, pour rappeler de quelle sordide simplicité d'objets, de personnes, de matériaux, d'éléments, Van Gogh a tiré ces espèces de chants d'orgue, ces feux d'artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre enfin d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Il aura bien été le plus vraiment peintre de tous les peintres, le seul qui n'ait pas voulu dépasser la peinture comme moyen strict de son œuvre et cadre strict de ses moyens. Et le seul qui, d'autre part, absolument le seul, ait absolument dépassé la peinture, l'acte inerte de représenter la nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein cœur. Je vois, à l'heure où j'écris ces lignes, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi, dans une muraille de tournesol éventrée, dans un formidable embrasement d'escarbis d'hyacinthe opaque et d'herbage de lapis-lazuli. Tout cela au milieu d'un bombardement comme météorique d'atomes qui se ferait voir grain à grain, preuve que Van Gogh a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement comme un peintre, mais qui serait par le fait même un formidable musicien. Et je ne connais pas de peinture apocalyptique, hiéroglyphique, fantomatique ou pathétique qui me donne à moi cette sensation d'occulte étranglé, de cadavre d'un hermétisme inutile, tête ouverte, et qui rendrait sur le billot son secret. Un jour, la peinture de Van Gogh, armée de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter. Voilà, alors Van Gogh, le suicidé de la société, est disponible dans la collection L'Imaginaire, chez Gallimard, pour 5 ou 6 euros. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris, et je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08. Merci Jean. Encore un texte qu'on pourra reprendre, que vous pourrez retrouver sur le blog de l'émission. Tu peux nous rappeler Oui. Ouais. http
2.//arracaille.blogspot.com. Voilà, tout ce qui se passe ou qui ne se passe pas dans cette émission se retrouve sur le blog, n'est-ce pas, Jean-Christophe? Jean-Christophe dit, j'en sais rien. Tiens, tu pourrais pas. On va parler déjà un peu plus avec Amaya, et après. T'as amené des j'en sais rien, non? J'ai emmené du j'en sais rien. Bon, c'est parce que la dernière fois, si je me souviens bien, malgré que le temps passe vite, tu avais zappé tes j'en sais rien, et on était bien triste. Bon. Amaya. Oui. On s'est rencontrés, ça c'est un scoop pour tout le monde, vous n'en avez pas grand chose à battre, mais enfin quand même on vous tient au courant de nos petites turpitudes quotidiennes. On s'est rencontrés avec Amaya au marché de la création Barostille, un haut lieu Si. un haut lieu de monstration d'œuvres d'artistes, et je voudrais tout de suite profiter de cette petite histoire pour demander à Amaya qu'est-ce qui a pu l'amener à se montrer comme ça sur une vraie place de marché où d'habitude sont les charcutiers, les bouchers, les marchands de légumes ou de volailles. Et le samedi matin, le samedi toute la journée, des artistes, peintres, sculpteurs, bijoutiers, artisans d'art, bref, tout ce petit monde qui fait dans l'image et dans le volume. Oui, c'est vrai que c'est assez drôle parce que quand tu parles avec les gens au marché, finalement on est tous venus un peu pour la même chose. On se dit tous, oui, moi j'en ai marre d'être dans mon trou, dans mon atelier caché, j'ai besoin d'échanger, de montrer ma peinture. Mais il est vrai aussi que le monde des galeries est tellement fermé actuellement. Enfin, je sais pas si ça l'a été toujours, mais en tout cas c'est un univers un peu à part, très difficile à pénétrer quand on n'a pas vraiment des très bonnes relations. Que on s'oriente vers ce qu'il y a et on se dit au contraire, heureusement qu'il y a ça. Donc j'ai essayé de commencer à faire ce marché, et en fait c'est très riche humainement, on rencontre d'autres artistes, donc on se sent moins seul déjà, et le fait de montrer aussi son travail, c'est génial. Il n'est pas enfermé plein de poussière dans un coin à l'atelier ou dans la cuisine de la maison où on travaille. Donc voilà, c'est très riche, c'est un échange, et ça permet, mine de rien, de faire des contacts, des gens, des collectionneurs, des gens qui rentreraient jamais dans une galerie parce que ils savent pas ce que c'est le monde de l'art. Donc il y a un contact très direct entre l'artiste et un possible amateur, même collectionneur dans le futur. Donc c'est très touchant. Moi j'ai vendu un tableau à une jeune fille c'était la première fois qu'elle achetait un tableau. Et donc je me sens une initiatrice. C'était très touchant, c'est vrai, de voir quelqu'un qui n'a jamais acheté de la peinture craquer. On a des petits prix, donc je trouve que c'est une opportunité géniale pour des gens qui n'ont pas des grands moyens. C'est vrai qu'on pense que l'art c'est très 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 cher, et effectivement c'est très cher dans les galeries. En même temps c'est difficile, on a besoin aussi des galeries, mais c'est vraiment pour une petite poignée d'artistes. Donc et une petite poignée d'amateurs friqués. Voilà, d'amateurs friqués, ouais, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde d'acheter une œuvre dans une galerie d'art, ça c'est sûr. Puis il y a dans la galerie, il y a quand même une espèce de barrière psychologique. Beaucoup de gens n'osent pas, alors que l'entrée est gratuite. Bien sûr. Mais c'est très rare que les gens entrent pour regarder simplement. On reste dehors, on regarde par la vitre. On n'ose pas, ouais. On n'ose pas. Alors que là, sur un marché, en fait, c'est pour une émission comme la nôtre, c'est presque emblématique parce que on essaye, nous ici depuis quelques mois, de familiariser un peu les gens qui nous écoutent avec le monde dit de l'art. Enfin, en tout cas, d'essayer de leur faire comprendre que c'est pas quelque chose de si exceptionnel, que c'est fait par des êtres humains,
qui ont des problèmes, les problèmes de tout le monde. Tout à fait. Sauf qu'ils ont un métier un peu particulier, qui n'est pas le métier de tout le monde et qui est regardé souvent comme quelque chose d'exceptionnel, comme quelque chose aussi souvent d'un peu farfelu. Oui, c'est vrai que ça démystifie un peu ce milieu d'art si gonflé parfois, n'est-ce pas, dans les grandes foires, les grands festivals d'art, les grands, comme je dis, les marques, les grandes signatures. Et les gens, ils voient que voilà, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, on peut discuter directement, il n'y a pas. Et moi, j'aime bien ça. On a tellement mystifié l'art, l'artiste comme quelqu'un, un être exceptionnel, que c'est ridicule. La création, elle est dans tous les domaines. Franchement, c'est pas que dans l'art. Il faut, bon. Je sais pas, c'est vrai que l'art, ça sert à rien en même temps, c'est pour ça aussi que ça reste un peu hermétique. Mais c'est bien, le marché c'est bien. Et quand tu parles de petit prix, moi je connais pas du tout en fait, à ma grande honte, ma toute petite honte en fait, je connais pas du tout le marché de t'attend. Ce marché de la Bastille. Il y a, quand tu parles de petit prix, c'est... Il y a même des prix incroyables. Il y a des gens qui vendent des petites aquarelles, des petites choses à 20 €. C'est incroyable. Ça peut aller de 20 €. Bon, après, chacun pratique ses prix, mais on peut trouver des petits gouaches, des petites aquarelles pour 50 €. Déjà, avec un budget de 100 €, on peut acheter des belles choses, vraiment. De la peinture. On peut acheter de la peinture avec 100 €. Ah oui. Ah oui. Oui, même des trucs pas forcément très petits. C'est la peinture de Robert pour... pour moins que ça. Robert vend des sculptures magnifiques, des tailles. Moi, je vais craquer un de ces jours sûrement pour 30 €. C'est incroyable. C'est pas vrai. Mais là, au moins, on touche. Mon Robert se brade. Oui, mon Robert se brade. Mais moi, je suis bien content de me brader. Voilà un traumatisme pour reprendre à raquette. Non, mais un artiste, pour moi, l'art, c'est un peu de la communication. Si c'est pour que ça reste dans une caisse enfermée, moi, je préfère. C'est vrai, je suis pas un artiste connu, donc je préfère que mon travail soit connu avec de petits prix. Bien sûr, il faut rester raisonnable aussi. Il faut pas non plus. Mais il vaut mieux que quelqu'un ait chez soi une petite œuvre. Voilà, que ce soit fermé. Non, bien sûr, comme tu disais avec cette jeune amateur qui achète sa première œuvre. C'est vrai que c'est quelque chose de... Là, au moins, l'art reprend ses marques, je trouve. Quoi. Tu vois, c'est plus l'art élitiste, c'est l'art. Bon, il est là dans la rue, à portée de main de gens qui normalement n'y ont pas du tout accès. Quoi. Voilà. Même si c'est pas, franchement, les gens. Les gens à revenus très modestes qui viennent, c'est plus les classes moyennes. Enfin, même les classes moyennes ne sont pas toujours en capacité de s'acheter des œuvres dans une galerie. N'est-ce pas, Jean-Christophe? Et juste une seconde encore, il y a combien d'artistes en moyenne sur ce marché? En fait, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits dans l'association qui organise ça, mais on n'est pas toujours tous là. Donc, en gros, on doit être une soixantaine peut-être. Je ne sais pas, je me rends pas compte. 60 et 100. Ouais, habituellement, oui. Bon, c'est un truc à aller voir, hein, le samedi, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Il y a du tout, c'est ça qui est marrant aussi, c'est la spécificité de ce marché, c'est qu'il y a un peu de tout. Il n'y a pas vraiment, il y a un jury qui sélectionne, mais bon, c'est un jugement très arbitraire. D'ailleurs, moi j'étais un peu découragée, j'ai rencontré des gens à qui je disais, oui, je fais le marché de la création. Ah, mais il y a que des trucs nuls là-bas, laisse tomber et tout. Et voilà, il y a beaucoup de mépris pour ces choses. Dès que ça, voilà. Bien sûr. Il y a des hiérarchies dans l'art. Voilà. Bon, ici on ne défend pas la hiérarchie dans l'art, donc on va y aller. Bien. Jean-Christophe aussi, j'espère qu'on le verra un jour. Moi je crois qu'il y a beaucoup d'aquarelles quand il pleut. Elle est bonne celle-là. Non, Jean-Christophe. Alors on est content de le retrouver. Vas-y, pianissimo, parce que là tu démarres trop fort, à mon avis. Non mais pour parler, moi ça me rappelait j'ai perdu son nom, qui habite en Hollande et qui nous parlait de la place de l'art en Hollande qui était beaucoup plus démocratique. Pat. Voilà. Pat. Exactement. Et du coup, ça me ramène un peu à ça. C'est vrai que ça mériterait en France de ramener l'art un peu à l'échelle du peuple en général et le consommer autrement, en tout cas plus largement, quoi. Le consommer plus comme de la musique, parce que les musiciens sont capables de faire des choses comme ça, et c'est même
c'est même assez courant. Des musiciens se produisent dans des petites salles, dans des petites choses. C'est vrai. Voilà, on ne trouve pas que ça soit ringard de faire ça, au contraire. Mais pourquoi les arts plastiques devraient se cantonner justement enfin, du moins, étaient toujours pour une minorité, voilà, bien sûr, ou dans des lieux d'exception. Merci Jean-Christophe pour cet aparté qui nous a vraiment Éclairé. Est-ce que vous voulez une petite musique? Ben oui, Jean-Christophe. Moi, je veux bien découvrir, j'en sais rien. J'en sais rien alors. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais quoi, j'en sais rien. De Vague à l'âme. Bon, bien bah ça. Ouais. Vous l'aurez attendu les mecs, hein. Oui, c'est très très bien. Bon, ben j'en sais rien tout de suite. Quand t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent, quand t'as le vague à l'âme et l'oubli qui s'absente, quand t'as le pire à l'ouvrage et l'envie qui commence, qu'il te reste les larmes pour oublier l'absence, quand t'as le cœur qui démarre et l'ennui qui le devance, quand à l'heure du départ il te reste la transe, une envie, un cauchemar, un désir qui fragmente pour oublier les larmes, il te reste la danse, des cadences qui repartent et l'ennui qui recommence, t'as oublié au bar ce que t'as dans la panse quand tu penses à tout ça, que tu cherches à outrance, tu oublies au départ que c'est ton cœur qui pense, que t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent, que t'as le vague à l'âme et l'oubli qui s'absente, que t'as le pire à l'ouvrage et l'envie qui commence, qu'il te reste les larmes pour oublier l'absence. Bien, alors j'en sais rien, tu peux nous donner le titre de ce morceau de musique? Alors ce morceau s'appelle Vague à l'âme, où avec la fille avec qui on joue, souvent on l'appelle le cœur qui dérape. On a beaucoup de chansons comme ça, en fait on les appelle par la première phrase de la chanson. Très bien, ça. Non, oui. Pas forcément de titre officiel, mais le titre officiel là c'est Vague à l'âme. D'accord. Bien, vous avez de la chance les mecs d'écouter une gloire montante, une future étoile qui s'accroche dans notre ciel. Bien, nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 27e, avec donc à la technique Jean-Christophe, toujours le même, enfin on espère pour longtemps, Jean et notre invité Amaya,
peintre qui vous a donné tout à l'heure, avant la musique de J'en sais rien, un petit éclairage sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait actuellement. Voilà, maintenant nous passons la parole à notre Jean national, notre Jean du 20e. Ouais, pour une histoire de chef-d'œuvre. Le Chant de blé au corbeau, ça c'est 1890 par Vincent Van Gogh. Van Gogh c'est 1853-1890, la même année, vous allez comprendre pourquoi. En mars 1890, Van Gogh apprend que la Vigne rouge, une toile peinte 2 ans plus tôt, a été vendue 200 francs à l'exposition des vins à Bruxelles. Ce sera l'unique profit qu'il retirera de sa peinture. Lui qui avait si fort résolu d'en vivre, je crois, Robert, que tu en as vendu au moins 2 fois plus. Hein, oui. Une seule toile, hein, c'est dur. Ouais, Hein. ouais. Et je crois que faut c'était s'imaginer. Hein, je crois que c'est une de ses amies qui l'a acheté. ah, Ou en quelqu'un plus. qui connaissait. Enfin, Ah bon, en oui, plus. oui, Ouais. oui, je Bon, crois. ça, il le savait peut-être pas, en tout non, cas. non, il le savait pas, vraiment pas. Mais... Bon, il faut imaginer ce que c'est, hein, une seule toile. En tout cas, il se sent mieux. Hein, ça lui a filé un coup de fouet. C'était une époque très difficile et il se remet à peindre avec acharnement. En mai, il arrive à Auvers-sur-Oise, où sur les conseils de Pissarro, il est venu rencontrer le docteur Gachet, dont il devient à la fois le patient et l'ami. Fin juin, il écrit à sa mère « Je suis entièrement absorbé par ces plaines immenses de champs de blé sur un fond de collines, vastes comme la mer, d'un jaune très tendre, d'un vert très pâle, d'un mauve très doux. Avec une partie de terre sarclée et labourée, tout cela pointillé de touffes de pommes de terre en fleurs. Je suis complètement dans une disposition de presque trop grand calme, dans l'état qu'il faut pour peindre cela. » Mais il ajoute « Le pinceau pourtant me tombe presque des mains, et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. » Alors je vais redonner la parole à Antonin Artaud, parce que dans le livre dont j'ai cité un extrait tout à l'heure, il revient beaucoup sur le Chant de blé au corbeau. Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas-côtés de foudre. La frange ténébreuse, insolite du vide montant d'après l'éclair. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé, à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Et pourtant, tout le tableau est riche, somptueux et calme le tableau. Nul autre peintre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver, pour peindre ses corbeaux, ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche, et en même temps comme excrémentiel des ailes des corbeaux, surpris par la lueur descendante du soir. Nul n'aura comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. Dans la soirée du 27 juillet, ayant quitté l'auberge Ravoux, Vincent entre dans la cour d'une ferme et se tire une balle dans la poitrine. Il meurt 2 jours plus tard, le fidèle Théo à ses côtés. On raconte que ses dernières paroles furent « La tristesse durera toute la vie ». Et l'on trouvera sur lui une lettre avec ces quelques mots « Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison y a sombré à moitié. » Ouf, Ouais. merci Jean. Artaud, il écrit comme Van Gogh peint. Ouais, À peu près. Ouais, c'est aussi violent, Avec- aussi fort. Hein. Avec un scalpel. Ouais, tout à fait. Ouais. Bien, Maya, si on peut poursuivre après cette histoire tragique. Est-ce que c'est le destin de l'artiste ou est-ce que c'est le destin d'un artiste? Est-ce que de donner tellement dans un art, ça peut conduire à de telles extrémités? Est-ce que tous les artistes sont confrontés à ce danger ou est-ce que c'est une exception? Oui, je sais pas. Moi, je pense que Van Gogh était. C'est vrai que quand on entend ça, c'est incroyable. On a l'impression que lui, en fait, à un moment donné, il devient le champ de blé, il devient les corbeaux. Il voit pas de différence en fait entre lui et ce qu'il peint. Il est. Je crois qu'il est, enfin, tel que c'est décrit comme ça, moi, ça me fait penser à comme une transe, comme une. Ces moments où on est fusionné avec
avec la nature, et il n'y a pas de, alors que en général les artistes, je sais pas, quand on parle du peintre et le modèle, il y a cette différence quand même. Mais je pense que je pense que Van Gogh peignait pour survivre aussi. C'était sa façon de survivre. Mais je pense pas que tous les artistes aient ce même. C'est un problème aussi. Je pense de folie ou de relation. Je pense que c'est un problème un peu mental aussi. Mais c'est vrai qu'on peut. De toute façon, tout être humain est près de la folie, chacun à sa manière. Mais c'est vrai, moi par exemple, c'est vrai que pour peindre, pour moi peindre, c'est une guérison aussi. Mais j'irai pas jusqu'à Van Gogh. Van Gogh va vraiment très très loin, quoi. Il est aliéné de lui-même, enfin tellement il plonge dans son univers, dans cet univers où il n'y a pas de séparation entre le moi et l'autre. Et c'est ça qui fait son suicide, je pense. Hein. C'est vrai que quand on peint, on peut arriver à des moments où il y a pas vraiment de frontières, mais après on se remet. Enfin, il y a cet équilibre qui se fait quand même. Mais c'est pas, je pense. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être le risque de l'art, mais ça peut arriver peut-être avec d'autres métiers, je sais pas. Je sais pas si ça peut arriver. Il y a les employés de chez Renault qui se suicident parce qu'ils ont trop de pression. Pourquoi pas, oui, bien sûr. Il y a un problème de distance, quoi. C'est possible dans tous les boulots. Je voudrais juste ajouter aussi que il est communément admis que ce tableau, Le Chant de Blé au Corbeau, est le dernier de Van Gogh. Donc c'est un peu son testament pictural, son testament. Son ultime témoignage d'artiste, c'est pas du tout prouvé. Hein. En fait, on le sait à peu près de manière sûre que c'est la dernière semaine avant sa mort. Mais il y a d'autres Chants de Blé au Corbeau qui sont des toiles beaucoup plus calmes et qui peuvent très bien être, dont l'une peut très bien être la dernière toile en fait de Van Gogh. On a préféré voir dans ce Chant de Blé là au Corbeau, dans la mesure où on sent de la menace, de l'orage, comme ça, que c'était le dernier. C'est pas du tout prouvé. Hein. Sa dernière toile a peut-être été une des plus calmes en apparence. Mais c'est clair qu'il peignait pas pour plaire. Hein. Il peignait vraiment. Il y a ça aussi. Il y a des artistes, il y a des gens qui peignent pour plaire aussi. Hein. Il y a beaucoup d'attitudes face à la peinture. Et lui, c'était sa vie, c'était son cœur. Il allait s'arracher le cœur, je pense, en peignant. D'ailleurs, quand on voit ces tableaux, je trouve que on intellectualise beaucoup les choses, mais ces tableaux, ils sont très forts quand même. Ils sont très très forts. Cette touche de pinceau si épaisse, c'est du délire. À l'époque, c'était pas du tout ce qu'on faisait, quoi. Il fallait être vraiment à l'intérieur de soi-même et pas très en contact avec une réalité pour peindre comme ça, en fait. Parce qu'on a tous, on a tous un peu, comment dire, il y a toujours la relation à l'autre. Et à cette époque-là, on peignait pas comme ça. Ouais. D'ailleurs, toute sa vie est assez semblable à ça. Enfin, quand il était pasteur dans le borinage belge, il vivait aussi d'une manière totalement extrême, quoi. Il a toujours été. Si bien que l'Église réformée l'a éjecté, quoi, de son pastorat, parce qu'il était complètement. Il était trop proche de l'enseignement des évangiles, quoi. Ça va pas du tout. on veut bien être chrétien, mais on va pas exagérer, quoi. Un mysticisme à sa manière. Oui, ça, non. Il donnait tout aux pauvres, c'est pas bien, ça. C'est pas possible. Non, alors. Oui, attends, la religion est quand même très pragmatique aussi. Elle est d'abord pragmatique, et ensuite religieuse. Alors là, oui. Ouais, très bien. Donc pour toi, Amaya, l'art, c'est pas quand même à ce point quand tu pratiques ou tu t'investis, mais tu restes quand même lucide. C'est, comment dire, non, parfois je peins, je suis pas lucide parce que il y a des moments où on est dans une dynamique, dans un truc comme dans la musique, dans une composition, on est un peu entraîné et on a l'impression d'être un peu une voix
à travers nous passe quelque chose. C'est des moments un peu, quand, je sais pas, il peut y avoir des moments quand on fait un peu de méditation ou des moments où on regarde un coucher de soleil. Il y a des moments comme ça qu'on maîtrise pas vraiment. Mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée d'avoir cette idée de l'art qui est très occidentale, je crois, du tellement tragique. Et c'est vrai qu'il y a du tragique dans la vie, mais j'essaye d'être heureuse. C'est peut-être quelque chose d'un peu stupide, mais j'essaye de. Enfin, j'ai énormément de plaisir aussi quand je peins, et c'est surtout que la peinture, c'est quelque chose de matière, c'est sensuel. Il y a les pinceaux qui glissent sur la toile, il y a les couleurs, c'est génial. C'est quand même génial de peindre. Et donc, il y a une grande partie de plaisir aussi. Et donc, je me laisse entraîner par ça. Pour moi, c'est important. Même si après, je peux avoir des thèmes très durs et j'ai des choses très dures à sortir de moi-même et qui se reflètent sur les toiles. Mais il y a d'autres choses dans la vie aussi que la peinture. Je veux pas me suicider par la peinture. Enfin, ça c'est clair. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un fantasme complètement occidental. Hein, l'artiste maudit. L'histoire préfère, enfin chez nous en tout cas, tu es meilleur peintre en fait. Si tu es au bord du suicide, tu es meilleur peintre. Sinon, tu es une petite bourgeoise qui s'éclate avec la peinture. C'est ça. Et donc, l'histoire préfère le Caravage dont je vais parler tout à l'heure, à Fragonard. À Fragonard, par exemple, alors qu'ils sont tous les deux absolument géniaux, quoi. Ce sont des deux artistes géniaux. Non, c'est ça. Je crois qu'Amaya là répond à une question qu'on lui a pas posée. C'est-à-dire que non, on recommence pas. C'est mieux comme ça. Non, c'est mieux. Non, ouais, bien sûr, non, mais que les artistes, oui, on l'évoquait brillamment tout à l'heure, sont des êtres humains. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des aliens, ils ne sont pas tombés comme ça d'une étoile, le cul par terre pour éblouir les masses médias. Ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de dormir, mais ils peuvent éprouver un immense plaisir à travailler, mais aussi un immense plaisir à rien faire. Je crois, à part comme le Caravage aussi, qui est peut-être l'expression la plus haute des débordements artistiques, qui mélangeait allègrement peinture et vie sensuelle débridée. Non, enfin Jean va nous en parler, mais moi il y a eu un film à la télé, je sais pas si vous l'avez vu, pas vu, non. Extraordinaire sur le Caravage. Moi je l'ai redécouvert là, parce que pour moi le Caravage, Caravage. Oui. Tu vois, il y a tellement d'artistes avant. Bon. C'est vrai qu'il y a des artistes qui ont des vies tellement passionnantes que finalement. Mais là, non, mais lui, il n'avait pas la distance non plus. Ah non, ça, c'est sûr. C'était. Mais est-ce que c'est peut-être des grands génies comme ça qui, je sais pas, mais lui, en tout cas, c'est certainement un grand peintre, mais c'était aussi un grand jouisseur. Ouais. Mais bon, on retient de lui surtout qu'il a révolutionné la peinture quand même. Même si sa vie dissolue ajoute à son aura, ça c'est indéniable. Et sa vie surtout auprès de Robert, manifestement. Et stupéfait de savoir qu'il est mort si jeune, une trentaine d'années, alors qu'il avait 40 ans. Il a bien profité. Mais non, mais l'œuvre qu'il laisse, alors qu'il travaillait qu'il avait une santé complètement, une catastrophe, quoi, qui buvait, qui faisait tas de choses extrêmement fatigantes, et arrivait quand même à produire des œuvres aussi. Une œuvre aussi importante. Il se couchait rarement avant 11h du matin comme Marcel Proust. Et puis il faut dire aussi qu'il commençait vachement jeune à l'époque. Nous maintenant, entre le bac, les machins, les études, mais je sais pas, on commence Bon, moi j'ai commencé à dessiner depuis toute petite, c'était vraiment mon truc, mais là-bas, à cette époque-là, ils commençaient très jeunes, apprentis dans des ateliers, donc ils étaient... Lui, c'est 17 ans, je crois, il est rentré à 17 ans. Ah oui, c'est quand même tard, pour l'époque. Oui, mais c'était un aristocrate quand même, c'était pas... il est pas... Mais ils arrivaient à maîtriser des techniques et tout, vachement jeunes en fait. Oui, bien sûr, tout à fait. Et aussi c'était des apprentissages très rudes, parce que il commençait pas
par faire des œuvres, mais par broyer les couleurs, par nettoyer l'atelier, par se faire sauter par le maître d'atelier, éventuellement, qui aimait bien les gitons, quoi. Voilà. Non, ça c'est peut-être aussi ça qui l'a peut-être un petit peu perturbé. Et à faire les cafés. Oui. Italien. Les cappuccinos. De temps en temps, avec petite aile d'ange. Ouais, de temps en temps, Ouais. Ou des fleurs, ou des fruits, comme le Non, et Caravage. c'est tout ça qui est dans l'espèce de chose populaire de la vision de l'art ou de l'artiste qui perturbe un peu les choses, quoi, parce que les gens retiennent toujours le spectaculaire, mais voient pas derrière l'immense travail. Voilà, l'immense travail, parce que Bien sûr. on n'est pas un artiste comme le Caravage ou comme Van Gogh ou comme le Titien. Bref, on peut tous les citer, mais on va abréger, sans un travail immense, mais un vrai travail, quoi. Et voilà, bon. Oui, on se sent un peu petit. Hein. Oui, ah oui, Ouais, minuscule. ouais, évidemment, Chaque fois que Jean il raconte ces histoires d'artistes, voilà, je suis complètement anéanti à la fin. Surtout que j'ai tendance à tirer un peu beaucoup sur la corde de la Renaissance, et là, Mais nous, évidemment, on est très- c'est une époque très riche. Ah oui, très Mais nous, on est très occupés, entre Internet, machin, de téléphone. Ouais. On a des vies très, très remplies aussi. Hein. On se disperse. très Il y a le remplies de cinéma, pas il y a la grand-chose télé, aussi. il n'y a rien. Il y a rien. On est éloigné de la nature. Bon, Ouais, bon, c'est, autre chose. mais on doit transmettre. Enfin, est-ce que dans notre travail, donc on revient un peu aux fondamentaux de cette émission. Est-ce que notre travail est le reflet de ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'il subit ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'il l'exalte? Est-ce qu'il prédit ce que sera demain? Qu'est-ce que c'est que notre travail? Et qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste ordinaire et un artiste qui compte? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est la société qui, enfin oui, on est dans une société en ce moment assez difficile. Enfin, on ne sait pas si c'est la fin d'une civilisation, le commencement d'une autre, ou l'apocalypse, ou l'Armageddon, on ne sait pas. Et pourtant, on voit des artistes. On voit pas d'artistes comme Jérôme Bosch, comme Bruegel, comme des artistes qui magnifiaient en quelque sorte l'apocalypse. On voit des gens qui font des installations, des choses comme Jeff Koons ou l'autre Zozo qui coupe des vaches en deux, là. Bon. Est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce qu'un artiste qui n'est pas connu, qui n'est pas à la une des médias artistiques ou des médias tout court? Est-ce qu'il subit son époque? Est-ce qu'il la ressent? Est-ce que son travail traduit ce ressenti? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Non, mais Oui. Tu peux répondre Oui, simplement. non, c'est je vrai. sais pas. C'est vrai qu'actuellement, il faut dire que le grand pouvoir, c'est les moyens de communication, c'est les médias, c'est hallucinant. On est vraiment à leur merci, et on a l'impression que un artiste est un artiste que s'il sort dans les journaux, s'il expose dans les grandes galeries, dans les grands salons. Sinon, il y a tous les autres. D'ailleurs, on est très nombreux. Hein. Moi, je trouve que parfois, je suis effrayée de voir. Mais comment est-ce qu'on fait tellement d'artistes rien qu'à Paris? Mais on est. Oui, je sais pas quoi dire. Je pense que dans toute époque, il y a eu des très grands artistes qui n'ont pas été forcément connus non plus. C'est très arbitraire tout ça, c'est l'humanité. Hein. Regarde, il y a tous les 10, 20 ans, 50 ans, on découvre un grand génie, un grand scientifique ou un grand écrivain ou un grand musicien. Donc, je sais pas. Moi, j'avoue que je m'en fous un peu de tout ça. Excellent, Amaya. Nous allons stopper là pour écouter du bruit. Jean-Christophe, tu veux nous faire du bruit? Non, j'ai pas pris mes instruments. Et l'autre? Ouais, je vais vous mettre un truc, c'est Ginger Roll. Et en fait, ils ont une chanson en français
et que je trouvais intéressante, ça s'appelle Un été dans le vent, et ça résume assez bien la deuxième partie de mon été. Je pense que d'autres gens pourront se reconnaître de Ginger. Oh là, on aimerait en savoir un peu plus, mais bon. Oui, on verra ça tout à l'heure au bistrot. Ah, c'est pour ça qu'ils sont pas trop partis. Je ne vais pas sur l'Atlantique, je ne vais pas en Méditerranée, je ne vais pas voir l'Adriatique, je ne cherche pas à voyager, juste un affaire ici. Juste ne rien faire ici. Une petite pause, un été dans le vent, que de toi si tu oses. Un été dans le cet été, j'évite tous les endroits chics et je m'arrête pour méditer sur tous mes rêves d'Amérique. Je veux rester concentré. Juste ne rien faire ici. Une petite pause, un été dans le vent, que de toi si tu oses. Un été dans le vent. Radio Libertaire. La voix de la fédération. Ah oui, c'est vrai. Non, il buvait de l'eau. La voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, sur 84.9. 9. Heureusement que Jean est là. Vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40, mais ne vous bousculez pas, on n'arrête pas d'aller au téléphone pour répondre. Et c'est assez ennuyant parce que bon, il faut se déplacer, ça fait du bruit, etc. On doit attendre les pauses musicales. Eh bien, au passage, oui, il y a la fête, il y a le livre, l'exposition, comment on appelle ça, à Merlieu. La fête avec un show sur l'édition des livres anarchistes à Merlieu. Alors, j'ai oublié les dates, c'est le 26 septembre. Enfin, on va vous dire.
Je suis un très mauvais élève. Je sens que je vais me faire allumer par l'organisatrice de Merlieu. Bon, ça va chauffer. Sur le blog, hein. On va mettre tout ça sur le blog. On va mettre tout ça sur le blog, Nathalie. T'inquiète pas. Non, ne fâche pas. Oulala. Puis on y sera, hein, même si on n'a pas encore noté les notes. Non, on sera dans le studio pour la nuit démo, sans problème. Avec Jean, on te l'a juré craché, on le fera. On fera tous les 26 et 27 septembre. Voilà, heureusement. Ouais, parce que j'en sais rien. Il participe en tant que groupe de engagés. Je voulais juste voir jusqu'où vous alliez vous enfoncer. Parce que moi j'ai tout le programme. Bon, alors, écoute, on va te laisser la parole. Non, pas tout le programme quand même, mais bon. Tu peux nous en dire quelques mots. Moi je suis pas un très bon annonceur, mais justement, on aime bien quand tu as patouillé. À ton tour. C'est le 5e salon du livre anarchiste de Merlieu. C'est dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Drapeau noir flottera. Comment dire. Voilà, donc avec ouverture du salon et remise de prix Ni Dieu ni Maître 2009 qui est remis à Hamid Zanaz pour son ouvrage s'appelle L'impasse islamique, la religion contre la vie. Bien. Et je pense qu'il y aura Ciné et puis Val qui y seront. Oui, tout à fait. Oui, ça risque d'être intéressant la confrontation. Il y a Christian Jacquiot aussi. Oui. Là. Bon. Enfin voilà, plein de choses quoi, avec de la musique. Et sauvé par Jean-Christophe. Voilà. La musique et a priori, j'en sais rien, sera là-bas aussi. Voilà. J'en sais rien sera là-bas. Vous avez noté, j'en sais rien sera là-bas. Et puis évidemment plein de surprises, des confettis. D'accord. Et des femmes presque nues. Voilà. Ah bon. Ouais. Bon. Je fais annoncer aussi. Bon, alors pour tous ceux qui ont la libido en goguette, vous avez maintenant une adresse, Merlieu, le 26 et 27 septembre. C'est ça? C'est exactement ça. Merci beaucoup. Voilà. Bien, Jean, Oui, une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de peintre. Le Caravage, c'est 1571-1610. De son vrai nom, Michelangelo Merisi. Oui. Eh oui. Le Caravage naît en 1573 à Caravaggio. Bien. Eh oui, ça se faisait à l'époque, un petit village de Lombardie. Il n'a pas 17 ans quand il quitte Milan et arrive à Rome, qui est à cette époque le centre artistique de l'Italie, et je pense qu'on peut dire de l'Europe tout entière, sans doute. Il est engagé comme apprenti dans l'atelier du cavalier d'Arpin, où il passe le plus clair de son temps à peindre des fleurs et des fruits sur commande. C'était des séries comme ça. Il ne s'entend pas du tout avec son maître et ces années semblent avoir été très difficiles pour lui. Mais son destin va heureusement se précipiter. Le cardinal Del Monte le prend sous sa protection. Il va enfin pouvoir peindre comme il l'entend. En 1598, il est chargé de peindre 4 scènes de la vie de Saint Matthieu pour la chapelle Contarelli. Son premier essai, Saint Matthieu et l'ange, fait scandale. Et oui, déjà, les 2 personnages sont représentés avec un réalisme qui sera jugé totalement irrévérencieux, et l'œuvre est rejetée. Comment c'est fort, quand même. Dans le second, la vocation, Caravage semble déjà avoir trouvé son style. Il a abandonné les couleurs claires et plongé ses personnages dans une obscurité déchirée seulement par quelques rayons de lumière. Toutes sortes de mysticisme semblent avoir été exclus, et les critiques seront nombreuses. Mais Caravage continuera de travailler dans la même veine, accentuant encore le contraste entre la lumière et les ténèbres, comme le réalisme de ses personnages, qui est alors jugé outrancier. Un autre de ses tableaux, La mort de la Vierge, sera refusé pour indécence. Mais on peut penser, c'est mon cas parce que j'ai vu le tableau, je le mettrai en ligne, que c'est surtout le fait que l'on reconnaisse aisément des femmes du peuple dans le visage comme dans les poses de Marie et de Sainte-Anne, qui a exacerbé les sentiments de ses contemporains. Pour autant, Caravage ne manquera jamais d'admirateurs, y compris parmi les puissants. Sa vision novatrice prend ses racines dans son tempérament, passionné jusqu'à la violence. Homosexuel et dissolu, à une époque où la contre-réforme tendait à maintenir les artistes dans un strict respect de la moralité, je vous mets moralité entre guillemets, il eut une existence pour le moins orageuse et fut impliqué dans de nombreuses rixes. En 1606, c'est la catastrophe. Au cours d'une querelle dans laquelle il est lui-même blessé,
Il tue son adversaire et doit fuir Rome précipitamment. Malgré tous ses efforts, il ne sera jamais autorisé à y retourner. Il s'embarque pourtant pour la ville éternelle, sans attendre l'autorisation, je ne sais plus si c'était le légat, le pape, enfin, qui devait lui donner ça, mais victime sans doute d'une intention malveillante. Car ses ennemis sont nombreux, il est contraint d'aborder à Porto Ercole, où sévit une épidémie de la malaria. C'est elle qui l'emportera à seulement 40 ans et en pleine gloire, malgré ses démêlés avec la justice. Son œuvre, pour aussi peu abondante qu'elle soit, a été aussitôt exploitée et n'a jamais, d'ailleurs, tout à fait cessé de l'être. Son importance historique est décisive. Peu d'artistes ont autant bouleversé que lui le cours de la peinture. Merci Jean. Ouais, c'est encore un destin impressionnant. Bon, j'en ai pas trop rajouté sur la vie dissolue parce que non. Je pense que Robert peut le faire. Parce que manifestement c'est davantage là-dessus que. Non, mais c'est-à-dire que sa peinture, sa vie était aussi révolutionnaire que sa peinture. Il vivait à une époque assez, je vais pas dire victorienne, mais enfin bon, il y avait quand même des mœurs qui ne devaient pas, on devait quand même respecter certaines. Ouais. Bref, et lui, alors, il explosait tout, enfin, homosexuel, mais il était plutôt bisexuel qu'homosexuel. Enfin, il touchait à tout ce qui tient au sexe, à la bonne chair, à la violence. Enfin, il avait vraiment, il vivait d'une manière totalement, révolutionnaire pour son époque, quoi. Michel-Ange était un peu comme ça aussi, d'ailleurs. Pratiquement tous les artistes du Quattrocento étaient comme ça, parce que celui dont tu nous avais parlé, qui s'était marié, un bénédictin, ou je sais pas, qui s'était marié avec une nonne. Filippo Lippi. Oui, Filippo Lippi. Enfin, je veux dire, vraiment, il s'était. Oui, mais bon, il suivait mieux quand même les règles. Les préceptes, les règles, les oukases, tout ce que tu veux. Lui, c'était totalement débridé, Caravage. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais manqué de soutien. Et aujourd'hui, les artistes semblent vraiment des pantouflards à côté. Comme le rare d'ailleurs. Robert. C'est bizarre parce que c'est vrai, c'était des hommes vraiment libres, qui vivaient vraiment comme ils voulaient. Est-ce que maintenant on peut aussi vivre comme on veut, mais c'est sûr que ça choque moins, non ? Enfin, quelque part, on a atteint. Enfin, nos sociétés sont un peu plus permissives, mais en même temps, on est aussi très très mouton, c'est vrai. Mais bon, l'homosexualité est quand même acceptée. On remarque, moi j'ai des amis homosexuels qui souffrent parfois du racisme. Bon, quand on est noir, c'est pas facile aussi. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est très dur. Quand on est noir et homosexuel, c'est encore pire. Oui, il y avait eu une blague comme ça. Mieux accepté, disons. Pas complètement accepté. Ils sont mieux acceptés, mais moi j'ai un ami. Un très bon ami à moi qui parfois se fait insulter dans la rue et il y a des actes d'agressivité. Bon, donc ça existe. C'est comme le racisme envers les Noirs. Mais bon, on vit quand même dans des sociétés plus permissives, ce qui fait que c'est difficile d'être rebelle aujourd'hui. C'est chiant. On peut pas. C'est plus difficile d'être rebelle. Et puis si faire des choses choquantes, c'est un peu comme Jeff Koons. Installer un truc énorme au palais de Versailles, moi, ça m'intéresse pas trop. Non, je trouve pas que c'est vrai que tout le temps choquer, c'est un peu le problème de l'art maintenant, c'est que on veut toujours choquer, et suivre un peu cette trajectoire d'artistes, mais eux, c'était vraiment des personnalités à part entière. Enfin. Non, mais eux, ils risquaient leur vie. Et puis c'était eux, ils étaient comme ça, c'était du A à Z, c'était leur vie était mêlée avec leur art. Mais maintenant, il y a des artistes qui veulent choquer à tout prix. Et quand ils rentrent chez eux, ils mettent leurs pantoufles, ils regardent la télé, quoi. C'est plutôt un télo. Non, et puis ils regardent bien leur compte en banque, s'il est bien rempli, tout ça. Donc bon. Mais je crois que c'est plus difficile aujourd'hui, c'est vrai. On est de choquer. Par exemple, aujourd'hui, c'est difficile qu'un tableau soit repoussé avec une grande critique, Mais peut-être parce qu'il n'y a pas de tableaux qui appellent ce genre de mais de une réaction. Sorte de laxisme, d'un peu on est fatigué de tout voir, de voir surtout des mauvaises choses. Oui, je crois qu'il y a un peu, puis le jugement est tellement
je sais pas, on a perdu un peu cette capacité de juger. En même temps, tout, je sais pas, c'est difficile. Tout vaut, tout, mais en même temps pas tout. Enfin, c'est un peu étrange, non? Ouais. On a beaucoup d'influence aussi. C'est un peu des effets de la mondialisation. Il y a un côté qui est génial parce que on partage beaucoup de choses, mais de l'autre côté, on est un peu dans une grisaille aussi. Hein. C'est difficile de. Donc moi, je crois beaucoup un peu à chacun fait sa petite vie et choisit ses peintres, ses artistes qu'il aime et ses musiciens qu'il aime, sans trop compter aussi sur ce qu'on t'oblige d'aimer. Non, c'est tu te débrouilles quoi, avec ta propre sensibilité. C'est vrai qu'il y a un art un peu, enfin je sais pas. Des choses qu'on doit aimer, des expos qu'on doit aimer, ils font des expos énormes et apparemment tu dois adorer l'expo d'Andy Warhol à Beaubourg ou l'expo de machin et alors que oui, on a eu aussi avant la période estivale, on a eu aussi une pétarade là d'une espèce de zozo qui recommandait aux artistes d'être populaire, c'est-à-dire qu'il fallait faire un art populaire. Ouais. Donc on avait le devoir de faire un art populaire pour être un artiste. Ouais. Pour être un artiste populaire aussi, probablement. Oui, on doit en ce moment. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une société où on doit faire. On nous dit. Moi, il y a un gros compliment qu'on m'a fait une fois. J'avais essayé de bosser un petit peu avec quelqu'un qui organisait des expos avec une galerie, faisait des trucs à l'étranger et tout. Et un jour, il m'a dit oui, mais ta peinture à Maya, c'est pas très à la mode. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait dit un truc pas gentil. Et en fait, moi, je l'ai pris pour un compliment. Mais c'est mordu les lèvres après. Il dit merde, j'aurais dû pas dire ça. Mais en fait, je m'en fous. Moi, je peins ce que j'ai envie de peindre. Je m'en fous si je suis une grande artiste ou une petite artiste. C'est vrai, tu peux pas. T'es une rebelle alors. Ah bon, je sais pas, mais si c'est ce que tu dois c'est ma rébellion à moi peut-être, c'est ma façon de. Mais moi j'essaye d'être libre avec moi-même, mais c'est pas évident, c'est vrai. Mais de toute façon, je pourrais pas peindre autre chose, je sais pas peindre autre chose. Mais est-ce que les artistes doivent forcément être des rebelles, revendiquer? Voilà, c'est lourd à porter aussi, oui, ça. Oui. C'est vrai ce que tu dis. Oui. Donc tu dis non, on ne doit pas. On est ou on n'est pas, mais ou chacun à sa manière. Oui, comme tu dis, être rebelle, c'est pas faire de la violence tout le temps. Tu peux. Bon, mon beau-frère me disait que j'étais rebelle parce que je m'étais mariée avec un Africain. Moi, je ne vois pas la rébellion. Moi, j'ai épousé quelqu'un par amour, c'est tout. Je ne l'ai pas épousé par rébellion. C'est vraiment ridicule. C'est. En fait, apparemment, être rebelle, comme tu dis, c'est faire vraiment ce que tu ressens. Peut-être, oui, c'est ça. C'est comme faisait le Caravaggio. Il faisait vraiment ce qu'il sentait, ce qu'il devait faire, ce qu'il avait envie de faire. Et peut-être être rebelle, c'est ça, à faire ce que tu as envie de faire. Je sais pas. Non. Je crois qu'une des grandes différences avec le 18e et le 19e, par exemple, c'est que l'art officiel aujourd'hui se veut anti-académique, alors que à ces époques-là, il se revendiquait comme académique. Et en fait, bien sûr, il l'est. Il l'est, bien sûr. Ouais. Il l'est totalement. Il y a l'art académique, bien sûr. Il l'est totalement. Voilà. Oui, à partir du moment où tu es subventionné par l'État, où tu es choisi par l'État, et ça répond forcément à des canons institués par les guignols qui constituent les collections de l'État, etc. Ouais. Forcément que c'est un art officiel, forcément que c'était... Désolé pour vous les mecs, mais vous êtes des pompiers. Et oui. Et puis il y a tous ces grands collectionneurs qui ont beaucoup d'argent, ils se font assister par des gens. Parfois c'est même pas eux qui choisissent. Ah non. Ils se font assister par des gens. C'est bon. Là, ça on rentre encore dans un autre truc. Le grand marché d'art, c'est encore quelque chose. Bien sûr. Donc. N'allons pas aborder ce sujet douloureux. Les artistes qui vendent peu et mal. Et vendent peu et mal. Bien fait pour leur 50 € quand on pense que vous pouvez acheter des toiles de Gaillot, de Robert, pardon. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est comme partout. Moi, je suis totalement déprimé, moi.
Ah mais non, Jean, mais non, c'est des petites. Hein, Ils sont toutes petites et puis il fait pas grand chose, hein, il On peut gratine même un peu. l'avoir pour un sandwich. Un beau sandwich, un gros sandwich. En plus, c'est gratos, c'est des morceaux de bois qui tournent dans la forêt. Voilà, il n'a Ouais, aucune non, dépense. Jean, non mais moi, je suis sûr que je trouve que là au moins, je me sens bien. Il y a une espèce, comme on dit chez les technos, une espèce d'adéquation entre ma fonction d'artiste et voilà. Et vous avez tout compris. Merci. Bien, Jean ou Jean. Et Jean sait rien ou Jean aime. Lequel des deux Un petit j'en sais rien encore. Ah si, moi je vais bien écouter un peu plus ta musique. Encore des j'en sais rien, non, on J'ai va pas Ah bah non, bah quoi, un tu par dis semaine, parce que sinon, ça va devenir radio, j'en sais rien. Eh ben, ça serait pas mal, pourquoi pas, écoute, et l'invité réclame. Mais alors, moi ça me fait découvrir, Ah ouais, je Une connaissais petite pas. pelote de laine, tu vois, pour Ah. votre invité. Monsieur, il connaissait. Bon, alors je mets la pelote de laine. Et à la demande générale. Ouais. Surtout à la demande d'Amaya et de Jean. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup ton travail, mais j'ai pas une mémoire très fidèle. Bah, la pelote de laine, alors spéciale dédicace à Jean. Et après, je vous mettrai une autre chanson que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà mis 5 ou 6 fois l'année dernière. Bah, c'est très bien. Donc, Comme voilà, ça, on a nos petites habitudes, on est content. j'en sais rien. Juste une pelote de laine, un bout de chiffon tout usé, un petit bout de soie qui saigne, un polochon décapité, un peu d'amour en soi qui veille, une solitude bien éveillée. Je cherche entre mes bras que servent l'amour et la vitalité. La solitude est une chienne en manque d'amour désespéré, et elle attend qu'un jour revienne la délivrance, la bonté. On est toujours seul, même si la compassion et la pitié te rattrapent, te mord et te serre. Règne l'amour inespéré, alors entre tes doigts tu serres ton orgueil et ta dignité, pour que peut-être un jour parvienne une reconnaissance de la fierté. On est toujours seul, même dans la plus grande prospérité. On est toujours face à soi-même, devant une femme déshabillée. La vie est une pelote de laine, un bout de chiffon tout usé, toujours replié sur soi-même. On brode pour mieux essuyer un petit bout de soie qui saigne, un polochon décapité. On ne choisit pas celle qu'on aime, on s'en accommode juste pour baiser. Non, non, non.
Oh, merci beaucoup, Jean. Christophe, on aime beaucoup. Oui, on aime bien, bravo. Merci. Donc, vous êtes toujours sur la radio, comme vous savez, libertaire. Sans Dieu, sans mettre en plume. À Racaille, la 27e, avec Jean-Christophe à la régie, Jean à ma gauche, Amaya à ma droite, et une petite annonce que j'ai bafouillée tout à l'heure, mais il faut que je me rattrape parce que je sens le remontage de bretelles. C'est le 5e salon du livre anarchiste de Merlieu dans l'Aisne, le samedi 26 septembre et 27 septembre 2009. Non, pas 1900, mais 2009. Le samedi 26, il y aura la remise du prix du Limètre, il y aura un banquet festif à prix libre, mijoté par Benoît Ray, écrivain et fin gourmet, des textes d'Eugène Bizot, mis en musique par Tico. Et puis nous aurons notre camarade Jean Sérien, avec son groupe, qui chantera... il chantera quand, en fait, Jean Sérien, texte d'Eugène Le Bizot. dimanche. Le dimanche. Ouais. Alors, oui, mais je vois pas où. Ah oui, si, le dimanche de 12h à 13h, de 12h30 à intermède musical, chanson engagée. Alors là, c'est un scoop. Avec le duo Jean Sérien. Pour nous, c'est le plus important. Le reste, bien sûr, on communique, mais nous, ce qui compte, c'est que... C'est engagé, ça revient exactement à ce qu'on disait, c'est engagé parce qu'on fait ce qu'on veut et qu'on n'écoute pas... On ne se conforme pas forcément à ce que les gens nous disent. Non, parce que, pour rebondir à ce qui se disait tout à l'heure, je suis le mieux placé pour dire je dis ça souvent. Par exemple, moi j'avais beaucoup de chansons très noires, très sombres, et tout le monde me disait en concert, ouais c'est bien, c'est vachement bien, mais il faudrait que tu fasses des chansons plus gaies, plus joyeuses, machin. Et en y pensant, genre j'ai dit mais non, mais merde en fait. Si j'ai envie de faire des chansons tristes, c'est mon problème. À la limite, si ça touche des gens, tant mieux. Enfin, voilà, c'est pas le... Moi, je crois que la démarche première de l'artiste, elle est vraiment de faire les choses pour lui. Après, si ça a un impact sur les autres, mais tant mieux. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, a priori. Mais, et je crois que l'engagement, il est là. C'est de lutter contre un conformisme qui dirait, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Oui, c'est ta recherche propre à toi. Ouais, c'est ça l'engagement. Ouais. Bien sûr, ouais, complètement. Tout à fait. Complètement. Donc moi je revendique le chanson engagé, duo engagé, j'en sais rien. C'est vrai. On met des titres partout, toujours. Voilà. Ouais. C'est pas forcément politique et ça consiste pas simplement à dire le Front National c'est nul. Et, bien sûr. C'est au-delà de ça maintenant. J'emmerde le Front National. Ouais, je crois que la démarche rebelle, elle est au-delà de ça aujourd'hui, vraiment quoi. Ouais. Bien C'est sûr. beaucoup plus subtil. Surtout aujourd'hui, je crois, c'est vrai. Hein. Ah oui. Ouais, mais à force d'être trop subtil, on va devenir complètement invisible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut trouver des nouveaux. Il faut trouver des nouveaux. Et on n'est pas invisible. On fait de la peinture, de la musique, on fait de la radio. Et puis il n'est pas subtil, c'est la poésie aussi. Moi, je pense que dans l'art, il faut qu'il y ait ce côté de poésie, de faire rêver un peu, sinon on fait de la politique carrément. Moi, ça m'énerve un peu aussi, l'art mélangé à la politique. J'ai vu, il y a une semaine, l'exposition des peintres palestiniens au musée, à l'Institut du monde arabe. Et bon, il y a des choses vraiment intéressantes, mais il y a c'est vrai que c'est un sujet très délicat. Être palestinien, ça n'est pas facile, et encore artiste, moi. Mais c'est dur aussi quand on voit... être engagé et montrer tout le temps des photos affreuses de la Palestine. Enfin, t'as l'impression de regarder le journal quelque part. C'est un peu... C'est compliqué. Oui, tout à fait. Et les plus mauvaises peintures de Picasso, je crois, c'est celle qu'il a faite après la guerre de Corée, où il a fait des espèces de tartines dans les gris, les bruns, les ocres, mais des trucs vraiment invraisemblables. Mais d'une tristesse, d'un truc, mais vraiment... Et picturalement, c'est vraiment, enfin, on peut le dire, enfin, moi je le dis en tout cas. Bien sûr, c'est pas si engagé, que c'est super, que nul. c'est de l'art génial. Non, on confond tout, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Bien, Jean, tu nous racontes ta ultime. Oui. Oui, puisqu'Amaya parlait de poésie, une histoire de chef-d'œuvre littéraire. Et quel chef-d'œuvre, ouais. Les Chants de Maldoror, ça date de 1868 par Lautréamont. Lautréamont, c'est 1846-1870. Ce matin du 24 septembre 1870, à la mairie du 9e arrondissement d'un Paris gorgé du sang de la commune, le brave employé aux écritures de l'état civil du bureau des décès n'est pas bien réveillé.
Il s'en mêle les pinceaux ou plutôt la plume. Il se tombe d'abord sur la date, puis sur le jour du mois, puis sur celui de la semaine. Enfin bon. Se sont présentés au guichet Jules-François Dupuis, loueur en garni et en soupente, et Antoine Miret, son garçon d'étage, qui sont venus déclarer la mort d'un locataire, un certain Isidore Lucien Ducasse, survenu le matin même à 8h, au numéro 7 de la rue du Faubourg Montmartre. Profession de l'intéressé, homme de lettres. Âge, 24 ans. Origine, Montevideo. Puisqu'aucune des personnes présentes ne sait exactement où ça se trouve, Amérique méridionale fera l'affaire. C'est comme ça que c'est marqué sur le certificat de décès. Montevideo, Amérique méridionale. Pour le reste, un laconique sans autre renseignement, au pluriel, soldera le compte, si j'ose dire. On ne sait en effet presque rien de l'auteur du principal ovni littéraire de cette fin du XIXe siècle, le fameux Les Chants de Maldoror, dont le premier livret fut publié à compte d'auteur en 1868. Il faudra attendre 1885 pour que Max Waller, directeur de la Jeune Belgique, en publie un extrait. Plus tard, Alfred Jarry, le père du but, rendra un hommage à cet univers pataphysique et les surréalistes reconnaîtront le poète franco-uruguayen comme l'un de leurs plus grands précurseurs. D'un abord difficile, aux multiples interprétations possibles, les Chants de Maldoror semblent incarner une révolte adolescente. On est même, moi je trouve, assez proche du potache régulièrement, mais c'est vrai que c'est assez fulgurant en même temps, où le monde de l'imaginaire paraît plus fort que la vie dite réelle. On se sent pris d'un sentiment de vertige à la lecture de Lautréamont. Il partage sa vision d'un monde en perpétuel mouvement. Dans son expression, l'artiste, dont la vision si personnelle semble bouleverser des mouvements tels que le naturalisme et le romantisme littéraire, tous les deux, communique au lecteur un certain mépris des situations et des personnages dont il nous rapporte l'expérience. Réveille-toi, Maldoror. Le charme magnétique qui a pesé sur ton système cérébro-spinal pendant les nuits de 2 lustres s'évapore. Il se réveille comme il lui a été ordonné. Il contemple la lune qui verse sur sa poitrine un cône de rayons extatiques où palpitent, comme des phalènes, des atomes d'argent d'une douceur ineffable. Il attend que le crépuscule du matin vienne apporter par le changement de décor un dérisoire soulagement à son cœur bouleversé. Et pour finir, je laisse la parole à Gaston Bachelard, qui fut le professeur de ma vieille maman. Bisous, maman. Au passage, oui. Et il était son professeur. Oui, son examinateur, je ne sais plus exactement. On invitera ma maman un jour. Ouais, avec plaisir. À Radio Libertaire pour qu'elle nous en parle. Elle nous parle de Gaston Bachelard, qui reviendra. Gaston Bachelard, on en est sûr. Lautréamont place la poésie dans les centres nerveux. Il projette, sans intermédiaire, la poésie. Il se sert du présent des mots. Et aussi à Antonin Artaud, je laisse la parole, pour finir, histoire de boucler la boucle. Il y avait dans Isidore Ducasse un esprit qui voulait toujours laisser tomber Isidore Ducasse au profit du conte impensable de Lautréamont. Un très beau nom, un très grand nom. Pour Artaud, Lautréamont avait réussi avec la cruauté des Chants de Maldoror ce que lui-même cherchait à réussir au théâtre, à réveiller les sens du spectateur par un choc nerveux violent, afin de lui rappeler qu'il est un corps lié et communiquant avec d'autres corps. Wow. Oui. Le théâtre et la cruauté, ou le théâtre de la cruauté, Antonin Artaud, ça c'est vraiment pour les théâtreux, mais je mettrai aussi les liens. Les Chants de Maldoror, je mettrai un lien en fait vers un site internet sur le blog de l'émission, dont je rappelle l'adresse http://arracaille.blogspot.com. Je mettrai un lien vers un site consacré à Lautréamont sur lequel il y a la totalité des textes des Chants de Maldoror et aussi des 2 recueils de poésie de Lautréamont, Poésie 1, Poésie 2. Il y a tous ces textes. Voilà. Sa correspondance également. D'accord, merci Jean. Bien, on va donc terminer cette émission avec Amaya. En toute fin de blabla, Jean parlera de 2 expos qu'il faut aller voir. Amaya, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette
petite période de cohabitation dans ce studio de Radio Libertaire à propos des artistes dans la société, les artistes. Bon, tu nous as quand même un peu éclairé en disant que la politique et l'art, c'était pas quelque chose qui était forcément compatible, en tout cas qu'ils n'étaient pas à la colle, et que faire de l'art politique, c'est un peu faire du gros caca. C'est bien ton sentiment? Bon, tu résumes vraiment. Là, tu veux me pousser, hein? Bon, non, en fait, c'est que non, ce qui est difficile, c'est le fait toujours de hiérarchiser, de titrer, de l'art politique, de l'art machin, de l'art. Non, je pense qu'il y a des gens peut-être qui font de l'art politique spontanément. Enfin, je pense que tout est dedans aussi. Tout est dedans. C'est sûr qu'un artiste, il vit son époque et dans son œuvre, on voit son époque. Donc voilà, je pense que ça peut. Mais c'est vrai qu'après être artiste des pays où il y a des gros conflits, c'est autre chose, je pense. C'est pas pareil être artiste en France à l'être en Afghanistan, en Palestine, à Cuba. Donc c'est vrai que je peux pas parler, je peux pas le savoir. C'est tellement fort que du coup t'es inconsciemment impliqué d'une façon très forte. Après, il y a des manières. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus doués pour la métaphore. mais voilà, on représente ce qu'on est, ce qu'on vit et notre époque. Ça c'est clair, je pense. Hein. Voilà. Et notre époque, et plus particulièrement ce qui se passe dans cet espace géographique qu'on appelle la France, comment tu ressens enfin, mais c'est même européen, c'est cette espèce de dégradation, ou est-ce qu'il y a vraiment une dégradation de la vie sociale, de la vie économique? Est-ce que tu ressens cette précarité, est-ce que comme artiste, si tu veux, ta sensibilité d'artiste te la faire sentir Oui, moi ce que je vois, c'est que les gens, enfin en tout cas Paris, ils sont de moins en moins gays. Et par rapport à, même en Espagne, il y a une crise terrible. C'est beaucoup pire qu'en France, mais c'est vrai que les gens gardent un corps. Bon, il y a énormément de solidarité, c'est pas facile là-bas. Les gens sont plus gays. Je trouve qu'en France, à Paris, les gens sont tristes, ils sont pas gays, ne rigolent pas beaucoup. On est un des pays les plus riches de la planète quand même, et on se plaint tout le temps, on n'est jamais content. Il y a énormément d'individualisme, mais c'est répandu. Même moi, je me rends compte. Parfois, j'ai des attitudes. Et ça, c'est un peu triste, je trouve. C'est un peu triste. Et puis, il y a une chose, moi, ça me fait un peu peur, c'est qu'on vit dans des sociétés très confortables, où on essaye de donner de l'argent aux pauvres et tout, pour les calmer. Et tout devient hyper maîtrisé, mais hyper maîtrisé. Et puis des lois qui sortent tous les jours, hyper restrictives. Moi, j'ai jamais aimé le tabac dans les cafés, mais maintenant je regrette presque. Enfin, ça devient hallucinant. Comment on essaye de cadrer de plus en plus la société. Du coup, voilà, c'est cette espèce de maîtrise de la population par des lois restrictives. Ça, c'est surtout ça qui me fait un peu peur. Et c'est vrai que tout le monde semble être d'accord. Enfin, tout le monde, personne ne réagit vraiment. Enfin, si, je pense qu'il y a des gens qui réagissent. C'est vrai que c'est moi qui réagis pas vraiment. Et je pense qu'il y a des gens qui réagissent. Il doit y avoir une... je sais pas comment le dire. Il y a des gens qui réagissent, mais c'est tellement minoritaire, si tu veux, que c'est pas ça. Et ça rassure, c'est ça qui est le pire. Tu parles aux gens et ça les rassure qu'il y ait des lois qui complètement en même temps. Je suis pas sûr que ça. C'est vrai qu'il y a jamais eu autant d'individualisme dans une société qui semble de plus en plus accorder de plus en plus de la priorité à la collectivité. C'est ça qui est paradoxal. C'est paradoxal. C'est paradoxal, oui, complètement. Oui, parce que d'un côté, on a l'impression de vivre dans des sociétés très libres,
Mais d'un autre côté, je trouve on peut plus rien faire, quoi. Enfin, au lieu de, moi je pense qu'il faudrait s'attaquer plus à l'éducation, que l'être humain devienne un être responsable et solidaire, au lieu de créer des lois, c'est artificiel, c'est commencer par la fin au lieu de par le début. Ouais, il faut voir qui crée les lois aussi. Voilà. Il faut voir la tronche des législateurs. non, je simplifie un peu, mais quand on assiste à quelques débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je veux dire, c'est hallucinant. Mais c'est curieux, par exemple, tu faisais allusion à la cigarette, c'est curieux que pour exiger des gens, pour exiger des gens qu'ils arrêtent de fumer, en fait, on leur parle pas de leur santé personnelle, mais du coup, de la sécurité sociale, de ce que ça coûte en fait à la sécurité sociale. C'est très. Oui, mais les dépressions, les antidépresseurs, ça doit coûter une fortune aussi. Après, moi, quand je suis venue en France, j'étais effrayée de voir les gens qui prenaient des insomniaques, des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai découvert un monde vraiment avec ça. C'est hallucinant, alors que chacun est seul dans sa cage. Je trouve que c'est les gros maintenant qu'on regarde d'un drôle d'air. Ouais, donc bien sûr, non, mais si tu veux, les culpabiliser, on leur signale que après les fumeurs, ça va être leur tour. Ouais, ça va être leur tour, mais déjà les fumeurs sur le trottoir. Mais c'est incroyable. L'hiver, quand il pleut. Non, mais c'est tout ça, mais alors, ouais, ça me. C'est désolant, c'est invraisemblable de mettre les gens au banc. Oui. Comme ça, on les met bien en évidence. Ceux-là sont dehors parce qu'ils fument. Alors, il y a quelque chose là qui est vraiment. J'imagine, il y a 50 ans, ils auraient essayé de voter une loi comme ça, mais c'était la révolution, pour dire à quel point on est devenus des moutons. Mais oui, et après ce sera l'alcool, celui qui boit. C'est déjà plus de 2 verres. Nous sommes liberticides nous-mêmes. Voilà. Tout à fait. Enfin bon, je pense. Ouais. Bien, Jean, merci à Maya d'avoir accepté notre invitation. C'est pas toujours facile de blablater dans un micro, mais je pense que tu t'en es pas mal sorti. D'abord, tu pourras te réécouter et tu pourras te féliciter. Non, mais l'inverse. Mais sans qu'on pose des questions précises, t'as répondu à tout, t'as tout ce qu'on espérait t'entendre dire. Et sans t'avoir donné vraiment de piste, c'est très bien. Si tous les invités se comportaient comme ça, si tous les invités futurs se comportaient comme ça, on va donner des notes maintenant à la fin. Avec les ardoises. Et les mauvais, ils iront sur le trottoir. Attention, je vais prendre goût, je vais vous la revenir dans un mois. Quand tu veux, les invités, il n'y a pas quand même la queue. Jean? Écoute, 2 expos à toute vitesse, aussi rouges que possible, au Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, jusqu'au 1er novembre. Il y a plus de 400 objets pour évoquer les nombreux domaines où le rouge apparaît de manière incontournable à toutes les époques, et il y a aussi de l'art engagé. L'art socialiste. L'art bien stalinien. Il s'agit aussi de souligner l'infinie variété des rouges: alezan, andrinople, bourgogne, cardinal, carmin, cerise, cramoisi, écarlate, magenta, pourpre, rouille, terracotta, vermillon et bien d'autres, j'en oublie, salut les peintres. Et une folie de couleurs. Auvers-sur-Oise, comme on s'y retrouve, jusqu'au 4 octobre, là il faut se dépêcher, c'est pour fêter le centenaire de la mort du bon docteur Gachet. 8 lieux d'exposition ont été répartis dans la ville d'Auvers. La maison du docteur accueille la folie du trait, le musée d'Aubigny, les couleurs de l'impressionnisme, l'office de tourisme, l'éclectique docteur Gachet, le musée de l'absinthe, ça s'invente pas, un médecin d'avant-garde, homéopathe et phytothérapeute, etc., etc. Voilà, 8 sites répartis dans la ville d'Auvers. Merci beaucoup, Jean. Donc, prévoyez une bonne journée. Oui, et j'ai oublié de vous préciser que le dimanche 27 septembre, non, le samedi 26 septembre, j'ai des difficultés décidément avec cet événement, il y aura sur Radio Libertaire la nuit des mots. Toute la nuit, ça commence à Merlieu et ça se poursuit à Paris jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, où des auditeurs de Radio Libertaire envoient des textes, des poésies, enfin tout ce qui leur passe par la plume ou par le clavier, et qu'on lit pour ceux qui nous écoutent.
Voilà. Encore une fois, merci à Maya. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, 100-200 mètres en publicité, à 27e, avec à la régie Jean-Christophe, dit j'en sais rien, notre chanteur préféré, engagé. Mais enfin, il vous a donné sa définition de l'engagement. Oui, qui nous va très bien. Avec Jean qui reviendra la semaine prochaine avec son pote Raymond La Science. Et nous, on est en train de se prendre la tronche pour savoir qui on invite. Enfin, on a une petite liste d'attente, mais bon, voilà. À bientôt. Salut, à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir.